Qu'est-ce que tu... Pascal, est-ce que tu peux me dire d'où tu viens? Alors, je me prénomme Pascal et j'ai grandi dans une cité du 93 avec un environnement violent, familial, avec une mère violente, des parents qui se sont séparés de manière violente. Donc j'ai tout de suite, comment dire, contacté, subi la violence dans un premier temps, subi la violence. Et donc venant de sa propre mère, comme je le dis, c'est censé la première personne à vous aimer et vous protéger. Ma mère était dans sa perte de soi, par moment, mon premier agresseur. Je dis ça parce que ça a été quelque chose de très difficile à surmonter. Et ensuite, eh ben, quand j'ai été en âge de descendre, j'habitais dans une tour et j'appelle le monde d'en bas. J'appelle ça dans le monde d'en bas, comme ça que j'ai nommé un chapitre dans mon livre. C'était le monde d'en bas, ben là, c'était redoublement de violence sous toutes ses formes physiques. Donc je suis descendu en bas très tôt, hein, à 12 ans, 11-12 ans, j'ai commencé à ce qu'on appelle à traîner. Juste après le divorce de mes parents, parce que ma mère encore était dans ces violences, était aussi un cadre. Elle me posait un cadre qui ne s'est pas traîné avant. Mais après le divorce, je suis resté avec mon père et là ça a été beaucoup plus laxiste et donc j'ai commencé à traîner à 11-12 ans. Et donc ça veut dire les dérives qui vont avec, qui commencent, l'apprentissage de dérives, parce qu'il faut faire ses armes et puis aussi savoir se défendre. Sinon, malheureusement à la cité, si tu ne sais pas te défendre, t'es mort. Tu deviens une victime expiatoire et puis on abuse de toi sous toutes les formes. Donc c'est extrêmement violent pour un enfant et l'incompréhension que ça peut amener quand je recontacte l'enfant que j'étais, quand je me mets à sa place. C'est quoi ce monde, quoi? Parce que la cité, c'est comme je l'appelle, c'est une enclave, quoi. Le monde extérieur. Ça peut paraître fou en France qu'en fait, nous, c'est une enclave. Et la France, je la voyais à travers la télé, quoi, on va dire. L'autre France. Est-ce que la musique fait partie déjà de ce chemin? Est-ce que tu es en contact avec cette énergie? À ce moment-là? Ouais. Oui, oui, j'étais entouré énormément j'aime bien dire maintenant de frères, même si tout n'était pas rose, bien sûr, mais on était une famille en bas, là, avec les copains, mais c'était aussi des dérives, qui étaient beaucoup des Maghrébins. Donc la musique était présente, quoi. Donc, notamment, parce que j'ai gardé une affection particulière pour la musique du Maghreb et les djembés et tout ça. Cette musique-là me parlait, me faisait voyager, transporter. Et puis, moi, comme je dis, en étant à la cité, j'ai beaucoup voyagé sans prendre un billet d'avion, quoi. J'ai rencontré le monde entier, là, une grosse partie du monde entier. Ça m'a vraiment permis par la suite d'ouvrir mon cœur, de me dire qu'en fait la violence, la méchanceté, le mal n'est pas lié à une religion, à une couleur ou une ethnie ou quoi que ce soit. C'est des êtres humains qui font ce choix-là. C'est pas une question de couleur ou quoi que ce soit. Donc ça aussi, ça m'a montré que c'est pas comme certains peuvent croire que une ethnie ou une religion pourrait être plus violente, c'est absolument faux. J'ai rencontré d'un côté, du côté qu'on pourrait dire des blancs avec une éducation peut-être plus chrétienne et de l'autre côté des gens bien et des gens aussi qui préféraient, qui inspiraient plutôt le mal ou qui pratiquaient. Voilà. Donc ça m'a vraiment... et puis j'ai été très touché de cette culture, parce qu'en fait, j'ai vraiment à la cité fréquenté cette culture qu'on dit musulmane, avec toute la bienveillance qu'il y a avec, l'amour et le respect de l'autre. Moi, quand j'allais chez mes copains d'époque, chez eux, d'un seul coup, une fois que je passais la porte de chez eux, j'étais au Maroc, quoi, j'étais en Algérie, parce que toute la déco, et voilà, j'étais dans un autre monde, et j'ai pu voir comment j'étais accueilli comme un prince. Donc c'était des fausses notes? Nous là-bas, oui, je dirais que nous étions la fausse note de notre société. Et la société, pour moi, maintenant, je vois, vient déverser ses poubelles dans les cités, dans les quartiers, entre autres. Je sais qu'il y en a qui ont du mal à entendre ça, mais
je comprends qu'on puisse avoir du mal, parce qu'on m'a souvent dit oui, mais à la campagne aussi, il y a des gens miséreux, ils font pas ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais là, il y a un contexte particulier qu'il faut. C'est pour ça que j'ai écrit le livre. C'est pour essayer de montrer ce qui amène à ces dérives. Et c'est vrai que moi, après, j'ai passé un an quand même, après le divorce de mes parents, dans un petit village en campagne, j'ai rien fait de mal, parce que c'est pas pareil. C'est pas pareil. On peut être dans la pauvreté là, c'est pas la cité, c'est un monde particulier, comme tu l'as dit au départ. C'est un monde particulier. Et dans mon livre, c'est ça que j'ai voulu montrer, pour sensibiliser qu'on ne peut pas faire un raccourci de se dire oui, mais à la campagne, j'ai entendu encore dernièrement une élite politique avec des idées très très carré, et qui disait mais non, on ne peut pas excuser que dans les cités il se passe ça parce qu'à la campagne il y a des gens. Je conçois que les gens puissent voir ça, mais c'est parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe comment ça se passe dans un quartier. Et la violence qui s'y déroule, donc la violence qu'il peut y avoir de bagarre, de tout ce qu'on peut connaître, les violences, les règlements de compte. Moi, à une époque, on n'en était pas encore là, mais maintenant j'entends des règlements de compte à coups d'armes de guerre. La violence de la misère sociale, moi, ça aussi, ça a été, je me suis rendu compte après quand j'ai fait mon chemin de guérison que ça m'a énormément impacté, ça a généré beaucoup, beaucoup de colère en moi. Je l'ai identifié que bien des années plus tard quand je suis sorti et que j'ai commencé à faire un travail d'aller voir toutes mes blessures, celles que j'ai subies enfant, mais ça aussi, ça a été extrêmement violent de voir cette misère et une certaine forme de rejet. En tant que Français, moi, mes copains me disaient, toi, t'es Gaulois, pour toi, c'est plus facile. Et j'aimais bien ce terme de Gaulois parce que pour moi, maintenant, je comprends que c'était une façon de dire je suis français, mais je ne suis pas gaulois. C'est pas pareil. Et pourtant, eux avaient envie de s'intégrer, je le sais. C'est profondément, comme tout être humain, il a envie de, comme tous, comme le dit le Dalai Lama, on a tous envie de bonheur. On est tous là pour ça. Mais des fois, c'est plus compliqué pour l'atteindre. Oui, vas-y. Et juste pour. Et donc, quand j'ai compris la misère sociale qu'il y a dans ces lieux-là, pour moi, c'était atomique. Atomique. Et j'ai aussi, ça a enflé ma violence en moi, cette colère. Et comme c'était la seule expression que je connaissais, et c'est pour ça que dans mon livre, j'ai mis la haine, j'ai contacté la haine, et j'avais la haine de la société française, en étant gauloise. Je dis ça parce que celui qui est d'origine étrangère et qui cherche à s'intégrer, parce que franchement la plupart, la très grande majorité veulent s'intégrer, mais quand on ne fait que leur taper sur les doigts, les renvoyer de là où ils viennent alors qu'ils viennent d'ici, c'est ultra violent. C'est ultra violent. Je voudrais qu'on revienne à la fausse note 2 secondes. Oui. Est-ce que aujourd'hui, ouvrir une école de la fausse note, il y a quelque chose de compensatoire et quelque chose d'exutoire peut-être? Non, non, je pense avoir fait suffisamment le chemin pour pas être dans la compensation, dans l'exutoire. Peut-être qu'il reste encore des choses où j'ai besoin de me glorifier, c'est le mot qui me vient, de me reconnaître. Mais non, c'est vraiment, moi, c'est ce que j'aime, ce qui me tient, c'est de rendre tout ce que j'ai reçu, quoi, à ma juste mesure, avec amour. Et c'est là, ma guérison, elle est là. De ce monde, c'est d'apporter ça m'émeut, d'apporter ma pierre ou même mon grain de sable. Ça me donne du sens à ma vie. Et ça donne du sens à ma vie aussi bien future, dans le chemin, et ça donne du sens à ma vie de ce que j'ai vécu. Voilà, si je me dis, ouais, on peut dire quelqu'un d'atypique grâce à mon parcours, et il y a quelques années, j'aurais pas pu dire ça. J'embrasse mon parcours si celui-ci me mène ce que je pense maintenant vers la lumière. La lumière, et si je peux, du peu que j'ai compris, mais qui est déjà énorme par rapport de là où je viens, dans l'ignorance et dans l'obscurité dans laquelle j'étais, c'est déjà très très lumineux aujourd'hui. Donc, si je peux être ce phare, cette bougie ou cette brin d'allumette qui s'allume pour certains et certaines, alors tout ça prend du sens. Et concrètement, comment tu mets en pratique l'école de la fausse note aujourd'hui? Je suis simplement pour l'instant dans la gestation, dans le projet, parce que c'est une responsabilité qui m'engage et j'ai envie de l'honorer du mieux, sans me mettre de pression. C'est en gestation. Je suis ici justement sur ce week-end pour finaliser ça dans ma tête, comment je peux le proposer en respectant la charte qui nous est proposée pour être dans l'esprit
que Marc partage, auquel j'ai tout de suite adhéré dès que je l'ai rencontré. Moi, ces paroles m'ont touché en moi, quelque chose qui était là, mais que je ne voyais pas, que j'entendais pas si souvent que ça. C'est rare, même encore aujourd'hui. Et je me suis dit, ça existe, quoi. Voilà. Donc, le fait de l'entendre m'a permis d'ouvrir en moi cet espace de dire, bah, autorise-toi, toi aussi, tu as le droit de partager des paroles de paix et d'amour, quoi, parce que c'est ce qui était en fait au fond de moi, tout au fond de moi, enfoui sur toutes ces couches de souffrance et de blessures. Bah, c'était là, en fait. Ça n'attendait qu'à jaillir. Et donc maintenant, mais voilà, j'accueille, je laisse jaillir du mieux que je peux, parce que des fois, ça emporte ce flot. Ça m'emporte. Mais c'est bon aussi. Donc l'école, ben voilà, c'est en construction. Je veux dire, moi, là où je serai, je propose déjà des accompagnements. Donc, mais c'est justement ça, je sais faire maintenant. Les cercles que je propose, les cercles sacrés de guérison et d'éveil à soi, parce que pour moi, de mon histoire, c'est moi mon outil, moi ma médecine, comme me dit un ami chaman, c'est d'accompagner ce que j'ai compris, la blessure de la personne pour voir après toute sa lumière. Et que la blessure peut permettre de venir mettre en avant la lumière lorsqu'on a guéri la blessure, qu'on a accueilli, qu'on peut aussi accueillir son agresseur, ce que j'ai dû faire avec ma mère, pour pouvoir avancer plus léger et être léger. Et la seule chose qui peut permettre ça et accéder au pardon, ce que je suis parvenu à faire avec ma mère, un pardon total et sincère et unique, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est la seule chose qui peut le permettre. Et donc, pour y parvenir, et c'est ce que je voulais faire, pour ne pas garder ces blessures et qui me laissaient, qui m'empêchaient de m'élever, et de me rencontrer ma pleine nature, mon essence même, et ben, ce que je comprends, c'est qu'il a fallu ça aussi pour que je puisse aller contacter cette présence, en fait. Cette présence qui accueille tout, qui réconforte tout. C'est pas, c'est pas bien sûr que je dis qu'il faille vivre ça. Et l'acte est condamnable. L'acte est condamnable, bien sûr. Que ce soit par une justice divine ou par la justice humaine, l'acte est condamnable. Mais qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je peux en faire? C'est ça que j'ai compris. Et c'est ça qui m'a guidé, continuer, même si, bien sûr, ça a été extrêmement difficile, bien sûr, de faire ce chemin. Mais la souffrance étant devenue tellement violente et tellement souffrante que, bien sûr, j'ai eu trois choix, on va dire. Un, c'était de rester englué dans la haine dans laquelle j'étais et je serais fini par mourir d'une manière ou d'une autre, physiquement, ou je serais mort d'une autre façon. Donc c'était ça. Soit je restais dans une souffrance perpétuelle et j'aurais mis fin à mes jours, de ne plus pouvoir la supporter. J'ai eu des pensées comme ça quand je me suis extrait de la cité. Le chemin était laborieux. Je voyais quelque chose, je sentais quelque chose d'autre m'appelait, mais le chemin était tortueux, difficile. Des fois, des nouveaux coups qui arrivaient. Je me disais, mais à quoi bon? Donc, j'ai eu des pensées à mettre fin à mes jours, ou soit de m'accrocher et de continuer le chemin et de me dire, il y a quelque chose au bout, ça vaut le coup, continue. Et voilà. Donc, c'est ce choix-là que j'ai fait. Et voilà, c'est ce que j'ai aimé, l'association que j'ai créée, c'est ce qui m'est venu. J'aime bien ce terme parce que ça m'est venu de mon propre histoire. J'ai appelé mon association Un pas de plus. Un pas de plus, c'est fais-le ce pas. Parce que tu ne sais pas si c'est pas celui qui va en fait tout permettre d'accepter, d'effacer. Donc ne t'arrête pas. Et c'est ce que je partage aux gens quand je suis là, je les invite à croire en leur flamme, à leur foi, à l'amour qui est vivant en eux, parce que je vois la souffrance, mais derrière je vois tout, aussi tout ce qu'il y a, tout ce qu'ils peuvent en retirer. Et ça c'est bon. Pascal, tu peux me faire une fausse note? Au piano. Si tu veux. Une fausse note. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Eh bien, il faut la faire. Il faut l'inventer. Ah.
Merci Pascal. J'aimerais que tu me dises, non pas un mot sur Pascal, parce que un, c'est trop réducteur, mais j'aimerais juste que tu me parles un peu de Pascal, parce que c'est un personnage. Oui, c'est un personnage. Moi, je n'oublierai jamais le stage qu'on a fait ensemble il y a 10 ans dans les Hautes-Pyrénées. Et voilà, c'était un endroit perdu, un petit village. Et j'avais une dizaine de stagiaires. Pascal était là et je le voyais très impressionné par le piano. Et il ne voulait pas jouer. Il était, si je me souviens bien, tu avais peur, hein, je crois. Tétanisé. Tétanisé. Ça, c'est le pastis, il avait la tête anisée. Bon, c'est pas grave. Mais, et il tremblait. Il tremblait, je voyais ce bel homme costaud, tatoué, voilà, musclé. J'avais vu que c'était un homme bagarreur. Et là, je le vois s'effondrer, vraiment en larmes devant ce clavier. Et il nous fait cette confidence, voilà, que c'était un. Il dit ça, ce sont ses mots, racaille de cité, que pour lui, le piano, c'était pas pour lui. Lui, c'était un livreur chez Darty. Et quand il allait livrer des télés dans le 16e, il voyait des pianos dans ses appartements luxueux. Et il retournait après dans son 9-3, dans son petit appartement. Donc c'était un autre monde, l'autre monde. Et là, ce autre monde était à la portée de ses doigts. Donc c'était à la fois vertigineux, c'était comme un saut, et il l'a fait. Alors ce qui a été magique, c'est que moi, je devais donner un autre stage à Genève. Et j'étais très fatigué, et Pascal me dit, je suis au chômage en ce moment, et si tu veux, je peux te conduire. Parce que je devais rouler toute la nuit, en fait, des Hautes-Pyrénées à Genève, et moi, le lendemain matin, je devais être à Genève à 9 heures. Ça tombait du ciel, sa proposition. Donc j'ai dit, ben ça, je veux bien, Pascal. Et c'est en me conduisant, on a parlé, et donc Pascal, pour le remercier, je lui ai offert le deuxième stage. Et puis bah, une amitié s'est faite, du coup, et puis il m'a ramené même chez moi en Charente après Genève. Et là, il me raconte sa vie. Je lui ai dit, mais Pascal, tu devrais me raconter ta vie, écrire un livre. Et là, il me regarde en conduisant, il me dit, attends, déjà, tu me fais jouer au piano, en plus, tu veux que je sois écrivain. Enfin, voilà, t'es complètement ouf. Et 3 mois plus tard, ou 6 mois plus tard, je ne sais plus, Pascal arrive chez nous, au domaine, et dit, je viens écrire mon livre. Est-ce que je peux me poser 15 jours en retraite pour... Alors là, ça a été incroyable. Il a écrit ce livre, j'en ai fait la préface. C'est un livre absolument magistral que j'invite nos auditeurs à lire. Voilà, le fils de banlieue, Pascal Nobécourt. Et puis voilà, et puis surtout, bah, non seulement il a écrit un livre, et puis il joue du piano magnifiquement. Depuis ce livre, bah, il a arrêté Darty, il donne des conférences, voilà, il a monté cette association à Pas de Plus. Voilà, il y a un parcours, enfin, moi je suis absolument très impressionné par la transformation de cet homme, ça c'est clair, exceptionnel, un homme d'exception. Merci Marc.